Bonjour à toutes, bonjour à tous. Dans cet exercice que moi je trouve très intéressant, nous allons calculer deux fois la même intégrale, mais de manière différente, pour vérifier en fait cette égalité-là, qui est donc l'égalité entre la fonction bêta, donc pour alpha bêta, qui sont deux valeurs réelles positives, et le ratio, donc gamma alpha, gamma bêta sur gamma alpha plus bêta avec la fonction gamma qui est ce truc-là. Donc les deux fonctions sont définies ici. Elles sont généralement pas calculables, sauf lorsque vous avez des valeurs entières. Et vous les avez sans doute croisées si vous faites des probas, puisqu'elles apparaissent dans les fonctions, dans les lois du même nom. Donc loi gamma qui fait apparaître la fonction gamma, puis la loi bêta qui fait apparaître la fonction bêta. Et donc elles sont aussi très prisées en statistique bayésienne, donc c'est peut-être là que vous les avez croisées. Mais en tout cas, on va calculer ce truc-là, et pour ça, en fait, on va écrire une fonction qui s'appelle f, qui est une fonction à deux variables et qui est égale à exponentielle de moins x plus y, x, non pas alpha, pardon, puisque x puissance alpha moins 1 et y puissance alpha moins 1 pour xy, donc dans R plus carré. Hop, je vais l'écrire comme ça. Et on va en fait calculer cette intégrale-là deux fois. Et on va voir, mais on obtiendra deux résultats différents qui seront donc égaux. Vous voyez l'idée. Donc on y va, donc on commence tout simplement à calculer cette intégrale, donc telle qu'elle nous est donnée. Donc on y va, intégrale de fxy, ça va être égal. Alors vous voyez que je peux séparer, enfin je vais le faire dans un instant en fait, de séparer très facilement et très facile à calculer en fait cette intégrale quand on regarde. Hop, dx, dy. Elle est très facile à calculer parce qu'en fait, vous n'avez même pas besoin d'appeler le théorème de Fubini ou quoi que ce soit, puisque vous pouvez juste la séparer tout bêtement, comme ceci, en deux intégrales, puisque vous avez un produit de ce qui dépend uniquement de x et un produit de ce qui dépend uniquement de y. Voilà, et ça, par définition, en fait, il se trouve que c'est égal à gamma de alpha, et ça, par définition, c'est égal à gamma de bêta si vous remontez à la définition qui est donnée donc ici. Voilà. Là, si vous voulez, je ne fais aucun calcul, je reconnais juste fonction gamma et la fonction gamma pour alpha et pour bêta. Ok, donc on sait que cette fonction est égale à ça. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la recalculer, sauf qu'on va d'abord faire un changement de variable. Donc le changement de variable qu'on va faire, c'est qu'on va faire u qui est égal à x plus y et v qui est égal à x divisé par x plus y. Et en fait, ce que ça va faire, c'est qu'on va aussi se retrouver avec un produit, mais pas le même. Mais qui sera évidemment égal au premier produit, puisqu'à la fin, c'est juste la même intégrale. C'est pas parce que vous changez de variable à l'intérieur que ça donne un autre résultat, au contraire. Donc, première chose à se demander, quel est le domaine donc, de xy. Donc, notre changement de variable, en fait, il va aller il va transformer donc u et v en x, y. Donc, on va voir comment. Donc, xy, on sait que ça se passe dans R plus au carré. Maintenant, u et v, où se trouve-t-il? Donc, u, il se trouve nécessairement dans R plus, puisque vous faites juste la somme de deux machins qui sont positifs. Donc, ça reste positif. Et v, par contre, vous prenez x qui est positif, et vous divisez par x plus y qui est positif, forcément plus grand que x. Donc, ça se passe dans 0, 1. Et maintenant, ce qu'il nous faudrait savoir, c'est comment vous retrouvez en fait x et y à partir de uv, pour obtenir donc phi1, ce que j'appelle les composantes, donc phi1 et phi2 de notre fonction phi. On va les trouver tout de suite. Donc x, si vous voulez le retrouver par rapport on cherche à écrire en fait x égale quelque chose qui dépend de uv, et pareil pour y. Donc là, vous voyez que on a v qui va être égal à x sur u, puisque u est égal à x plus y. Donc ça nous donne directement que x est égal à u fois v. Et du coup, y est égal à u moins x, c'est-à-dire u moins uv. Donc ça, c'est facile. Donc voilà, donc on a uv et u moins uv. Voilà.
Donc on a notre fonction phi. Avant de pouvoir appliquer notre théorème de changement de variable sur notre fonction phi, il faut montrer que cette fonction est un C1 difféomorphisme. Donc phi est un C1 difféomorphisme. À chaque fois, je me sens obligée de l'écrire un peu, mais c'est idiot parce que ce qui est compliqué, c'est de trouver le bon équilibre entre écrire trop et écrire pas assez dans ces vidéos. Bon, donc pour montrer que c'est un C1 difféomorphisme, il faut que je montre que c'est bijectif. Mais sauf que c'est ce que je viens de faire en fait. Parce que si j'ai réussi à retrouver X unique, un unique X et Y en me donnant U et V, bon, en fait je peux retourner dans l'autre sens et trouver un unique UV en fonction de X, Y. Donc là, il n'y a pas de problème. Ma fonction est bijective, je viens de le faire. Hein. C'est-à-dire que vous retrouvez du coup U égale X plus Y et V égale X sur X plus Y. Sans problème. C'est de là qu'on est parti en fait. Deuxièmement, il faut que ma fonction soit C1. Et oui, sinon c'est juste un difféomorphisme. Si c'est juste différenciable, il faut que ce soit différenciable et continu. Donc, du coup, pour ça, j'écris mon jacobien, ma matrice jacobienne, qui est la matrice des dérivées partielles. Donc là, je vais dériver phi1 de UV. Hein, vous savez, c'est U fois V. Et ici, je vais dériver phi2 de UV. On a dit que c'était égal à U moins UV. Et ici, on a dit qu'on allait dériver par rapport à U et ici par rapport à V. C'est toujours comme ça. Ça peut vous aider de l'écrire comme ça. Moi, je trouve ça utile. Comme ça, on ne se trompe jamais. Donc, UV. Hop, on y va. Dériver par rapport à U, ben, il reste V. Par rapport à V, il reste U. Et en dessous, on dérive U moins UV par rapport à U, il reste 1 moins V. Et si vous dérivez par rapport à V, il vous reste moins U. Ok, donc ça c'est parfait. Il nous reste à vérifier que phi-1 est C1. Donc pour ça, vous dites, grâce au théorème d'inversion locale, je sais que si phi est C1 et que son jacobien est inversible, alors phi-1 est C1 aussi. Donc ça, c'est parfait. Il suffit de vérifier que le jacobien est inversible. Comment est-ce qu'on fait ça? On vérifie que son déterminant n'est pas 0. Hein, si vous avez un déterminant qui est non nul, alors dans ces cas-là, eh bien, vous êtes tranquille. Et en fait, il se trouve que le déterminant est égal à moins U. Donc ça, c'est différent de 0. Ça veut dire que votre jacobien est inversible. Et par le théorème d'inversion locale, ça veut dire que votre phi-1 est aussi C1. Donc ça, c'est parfait. Donc, une fois qu'on a fait ça, ben, on a fini en fait, hein, puisque maintenant on va juste appliquer notre théorème, hop, notre théorème de changement de variable. Donc, vous vous rappelez, on avait au départ la fonction exponentielle de moins x plus y, x puissance alpha moins 1, y puissance bêta moins 1 dx dy. Je vais écrire dans un coin que ça, on avait déjà montré que c'était égal à gamma de alpha, gamma de bêta. Voilà. Et maintenant, j'applique le théorème de changement de variable. Donc, je me retrouve avec... Donc, on avait V dans 0, 1 et U, 0 plus l'infini. Donc, j'avais exponentielle de moins UV, ça c'est X, plus U moins UV, ça c'est Y. Donc, on sent que ça va bien se passer. Ici, j'ai UV puissance alpha moins 1. Ici, j'ai U moins UV puissance bêta moins 1. Et je n'oublie pas la valeur absolue du déterminant de mon jacobien qui était moins U. Hein. Donc, du, dv. Là, ça se simplifie très bien. Et ça se simplifie tellement bien qu'en fait, on va avoir deux fonctions complètement séparables. Enfin, une fonction séparable en deux. Avec quelque chose qui ne dépend que de U et quelque chose qui ne dépend que de V. Parce que si vous regardez bien ça s'en va. Donc 0, 1, ça c'est du V. Hein. Je vais mettre d'abord tout ce qui dépend de V. Donc ce qui dépend uniquement de V, c'est V puissance alpha moins 1, 1 moins V puissance bêta moins 1. Ici, si vous factorisez U fois 1 moins V. Donc ça c'est V. Et par rapport à U, qui lui se trouve entre 0 et plus l'infini, me reste exponentielle moins U, U puissance alpha moins 1, U puissance bêta moins 1. Et j'ai fait une bêtise, c'est que j'ai oublié de prendre en compte, il me reste U alpha moins 1 plus bêta moins 1 plus 1 parce que là c'est U puissance 1. Donc à la fin, si vous regardez bien, il vous reste U puissance alpha plus bêta moins 1. Voilà.
Bon, j'ai l'air contente comme ça, vous vous dites, mais pourquoi? Mais si, parce que regardez ça, c'est quoi? C'est exactement la définition qu'on a donnée au tout début de la fonction bêta de alpha bêta. Et ça, c'est exactement la définition de gamma de alpha plus bêta. Est-ce que c'est pas gagné? Ben si, parce qu'on a dit que ça, donc le produit de ça, hop, c'est égal au produit de gamma de alpha fois gamma de bêta, parce que c'est ce qu'on avait réussi à montrer la première fois. Et résultat des courses, c'est QFD. Vous avez bien que la fonction bêta est égale au ratio du produit des gamma alpha gamma bêta divisé par gamma alpha plus bêta. J'ai beaucoup dit gamma, beaucoup dit alpha, bêta. J'espère que vous en êtes sortis. En tout cas, je trouve l'exercice intéressant. Il est joli. Il permet de bien voir le changement de variable. Et puis vous en rappellerez la prochaine fois que vous verrez les fonctions alpha, enfin gamma et bêta. Voilà, j'espère vous avoir éclairé.